Bonsoir, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Pierre, Patrick, Laurent et Louis. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir Elisabeth. Émilie sera de retour bientôt, on l'embrasse. À la une ce soir, un lanceur d'alerte. Je ne crois pas qu'on va rester dans la division et je ne crois pas non plus que nous allons demeurer un pays dans lequel élus ou forces politiques vont continuer à prétendre que le réel n'existe pas. Nous devons inventer le monde nouveau, mais le faire à partir de la réalité. Il y a 9 mois, François Bayrou quittait Matignon où il n'a cessé d'alerter sur l'explosion de la dette, une réalité éludée selon lui par l'ensemble de la classe politique. Une alerte au cœur de son nouvel ouvrage à paraître jeudi, Patrick. Oui, c'est un combat existentiel. Si on devait résumer ce bouquin en 2 phrases, on dirait la France est au bord du précipice et tout le monde est coupable. La France joue sa peau. Voilà, c'est l'alerte lancée par François Bayrou. Bonsoir. Bonsoir. Président du MoDem, Premier ministre du 13 décembre 2024 au 9 septembre 2025. Merci de votre présence ce soir pour évoquer cet abandon de la dette depuis 50 ans en France, qui vous obsède, qui vous exaspère, qui vous rend dingue. Je vous cite, un ouvrage dans lequel vous revenez sur vos 8 mois et 17 jours à Matignon, marqué notamment par l'affaire Betaram. Mais ce livre n'est pas le livre d'un candidat à l'élection présidentielle. Vous nous expliquerez pourquoi. À la une également ce soir, Donald Trump à Évian en attendant Versailles. I'm a fan of beautiful places. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. C'est le real deal. Il a été invité pour un dîner d'État demain soir par le président Emmanuel Macron. En attendant, je vous raconte aussi les coulisses de G7 où il se passe des choses, des tractations diplomatiques en coulisses. Dans la story Louis Amar ce soir, des citoyens enquêtent contre la pédocriminalité. Quand j'ai appelé le commissariat pour savoir où on en était, malheureusement, les pauvres, ils n'avaient rien. Donc j'ai décidé que j'allais le retrouver moi-même. Je m'y suis mis à tout éplucher, regarder toutes les photos, remonter tout l'historique. Ça m'a pris 4 points. Après, j'ai pu le géolocaliser. Une des conséquences des ratés judiciaires dans l'affaire Liana. Des parents se disent prêts à traquer eux-mêmes les agresseurs de leurs enfants si les policiers ne le font pas assez vite. Vous le verrez tout à l'heure. Nos invités après 20h, Marine Léonardi, Jonathan Cohen et Jean-Pascal Zadi qui prêtent leur voix aux héros du 5e volet de la saga Toy Story en salle demain. Charles-Élie Couture également qui en interprète la chanson phare. Je suis ton ami et dans votre œil, Pierre. L'œil va faire le tour et la revue de tous les tubes qui triomphaient lors de la naissance de chacun de nos invités, à commencer par Jonathan Cohen, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il fête ses 46 ans. Voilà pour le programme. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Notre invité n'a pas changé de discours depuis son départ forcé de Matignon il y a 9 mois. Il est tombé sur la dette. En alertant sur la dette, il publie un cri d'alarme sur la dette. C'est votre 16e livre, mais le premier depuis votre alliance avec Emmanuel Macron il y a 9 ans. Alerte donc, parce que selon vous, la France inflige à ses générations les plus jeunes une spoliation silencieuse et inédite dans l'histoire des peuples libres. Et la classe politique tout entière, majorité et opposition confondues, est complice de ce silence. Qui est responsable du niveau de la dette? Tout le monde. Elle a grimpé de 30 points en 14 ans de Mitterrand, de 25 points pendant le quinquennat Sarkozy, 10 points sous Hollande, 15 points sous Macron. Le tout sous les encouragements des oppositions qui, à chaque débat budgétaire, réclament non des économies, mais des crédits supplémentaires. Ce qui répond à la question, où est passé l'argent? Oui, c'est vrai qu'en écoutant un certain nombre de politiques, on a l'impression que les milliards de la dette, les gouvernants, les ont mis dans leur poche ou jetés par les fenêtres. Vous dites sans détour, où est passé l'argent? Chez les Français eux-mêmes, sur les quelques 1000 milliards de déficit de la dernière décennie, écrivez-vous, environ 500 sont allés aux budgets sociaux, beaucoup pour les retraites, 250 aux collectivités locales, 250 à l'État central, notamment pour les baisses d'impôts ou les aides aux entreprises. Les gouvernements n'ont été que les exécutants des citoyens électeurs qui, à chaque scrutin et à chaque débat budgétaire, ont exigé plus de dépenses et moins d'impôts. François Bayrou insiste sur le mécanisme pervers de la dette qui roule. Contrairement aux ménages ou aux entreprises, l'État ne rembourse jamais le capital. Il réemprunte la part échu en y ajoutant les nouvelles dépenses non financées. Ce roulement permanent de la dette génère une mécanique implacable. C'est-à-dire qu'à mesure que les emprunts anciens contractés à taux très bas arrivent à échéance, ils sont renouvelés au taux actuel
plus élevés. La charge des intérêts croît donc mécaniquement, indépendamment de tout choix politique nouveau. Une charge qui représente la menace immédiate. Oui, parce qu'on cite souvent le stock, près de 3 500 milliards, ce qui est considérable, mais c'est une abstraction que personne ne visualise. La charge, en revanche, c'est concret, c'est immédiat. 66 milliards d'intérêts annuels versés en 2025, environ 78 milliards cette année, plus de 100 milliards sans doute au-delà de 2027. Or, la croissance annuelle française ne dégage qu'environ 50 milliards par an. La conclusion est arithmétique, la totalité de la croissance et au-delà est désormais captée par les seuls intérêts de la dette. Et si la France ne payait plus? Si elle ne payait plus volontairement, si, comme vous dites et comme le suggère la France insoumise, la France envoyait au plot ses créanciers, que se passerait-il? Ici, vous rappelez que la France est en déficit primaire, le plus important même de la zone euro. Elle emprunte non seulement pour payer les intérêts, mais aussi pour boucler ses dépenses quotidiennes. Un arrêt des emprunts entraînerait immédiatement l'impossibilité de payer les fonctionnaires et les retraites. Comment en sortir? Alors c'est là où je vous trouve très sombre, plus sombre peut-être qu'à l'accoutumée, parce que ce que vous décrivez ressemble à une impasse démocratique, puisque la logique électorale interdit structurellement le redressement. Aucun candidat, écrivez-vous, ne peut durablement promettre la vérité budgétaire sans en payer le prix politique. Vous évoquez un complot qui ne dit pas son nom, une entente générale du silence entre décideurs qui savent et citoyens dont on préfère préserver l'ignorance. La menace est pourtant celle d'un grave conflit de génération, une guerre des âges, dont vous dites qu'elle va finir par éclater et réduire à néant cet état d'esprit vieux de plus de 50 ans, résumé par cette plaisanterie de Groucho Marx. Pourquoi se préoccuper des générations à venir? Est-ce qu'elles se sont préoccupées de nous? C'est vrai que c'est la question quand on vous lit, François Bayrou. Comment sortir de cette impasse démocratique? Puisque vous faites le constat de dire la vérité, c'est perdre le pouvoir, ça vous a coûté Matignon, ou ne pas réussir à le conquérir. D'abord, merci à Patrick Cohen parce qu'il a lu le livre. Il n'est pas le seul. Donc, et vous aussi, vous me l'avez dit en entrant. Et c'est très important. Parce que ce que vous avez résumé l'un et l'autre, cette explication de la situation n'a jamais été apportée. Personne n'a jamais expliqué ce que Patrick Cohen a dit, que je vais répéter. Nous n'avons jamais remboursé 1 euro depuis 50 ans. Personne ne le sait. Et ce que Patrick Cohen a dit encore, c'est extrêmement important. 3 500 milliards, c'est 100 milliards par jour dans une année. Mais c'est abstrait, c'est loin. Ce que les gens pensent, c'est que... Bon, je crois qu'ils ont commencé à penser qu'il y avait un problème de dette. Parce que je crois que la campagne que nous avons conduite, que j'ai voulu, que nous avons conduite, a fait que la question de l'endettement est montée dans les enquêtes d'opinion de 40 points. Ça n'arrive jamais. Oui, mais vous l'avez dit. Oui, mais... Personne jusque-là ne l'a dit. Pourquoi? Alors, personne ne l'a dit parce que on a choisi de mentir tous ensemble. Et pourquoi on Vous arrête voyez de bien mentir la présentation ou les approches de la campagne présidentielle. Qui parle de ce sujet? Personne ne parle du sujet. La perception a monté, l'inquiétude a monté, mais dans le débat public, le plus souvent, elle est moins associée à l'idée que nous vivons au-dessus de nos moyens que les gouvernants, ceux qui nous gouvernent, ont mal géré le pays. Oui, ben c'est ça qui arrive dans le débat toujours, la plupart du temps. Dans le débat politique, c'est la faute de l'autre, n'est-ce pas? Donc, mais ce qui a été mis en lumière est très important. Ça n'est plus une menace lointaine. Les gens pensaient la dette, c'est pas terrible, c'est pas bon, c'est un danger, c'est un risque, il va falloir s'en occuper. Mais c'est pour dans longtemps, c'est pour dans un jour. Or, nous sommes précisément aujourd'hui dans la catastrophe. Je prends un exemple très simple. Tout l'impôt sur le revenu que vous payez, pas mal, beaucoup, encore plus, chacun d'entre nous et tous les gens qui sont autour de nous et dans la rue, si on additionne tout l'impôt sur le revenu payé par tous les contribuables français, on va bientôt ne pas arriver aux intérêts de la dette. 90 milliards. 90 milliards et on va passer, vous avez dit, à 100 milliards. Les Français, ils travaillent à fond perdu, quoi, en quelque sorte. En tout cas, c'est une hémorragie.
On a créé une hémorragie sur le pays, une hémorragie de son travail, de son inventivité, de sa capacité de proposer, d'inventer. Tout ça s'en va et au-delà, comme vous avez dit, au-delà, chaque année, dans la poche de nos créanciers. Or, quelle est la caractéristique de nos créanciers ? Nos créanciers, c'est des gens qui sont extérieurs au pays. Pour plus de 60%, les créanciers du pays sont étrangers. Ce n'est pas du tout le cas chez les deux autres pays qui sont endettés dans le monde, les États-Unis et le Japon, parce que les États-Unis et le Japon, la dette du Japon, elle est possédée par les Japonais, donc quand vous rendez des intérêts, c'est à l'intérieur de la famille, si j'ose dire. Et la dette américaine, c'est les institutions financières les plus puissantes du monde, donc c'est pour eux qu'ils travaillent. Tandis que nous travaillons pour les voisins ou les lointains, comme je dis quelque part dans le livre. Et cette menace croissante qu'on ne peut pas arrêter sans une détermination farouche, qui est signée. Ces augmentations de chiffres, c'est pas les conséquences de décisions que nous prendrons, c'est les conséquences de décisions déjà prises. Et personne ne veut en parler. Alors vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça la question. Il y a une réponse, c'est que les Français eux-mêmes exigent de leurs dirigeants qui s'en occupent. Ils ont fini par prendre conscience, mais je suis payé, si j'ose dire, pour savoir que tout le monde voit le début du problème et personne ne veut y être associé. Et donc la prise de conscience des Français est la clé du redressement le jour où il viendra. Et il n'y a que deux solutions. Ou bien la crise de conscience arrive et on commence le redressement, comme j'avais proposé de le faire, n'a pas été suivi, ou bien ça va nous être imposé de l'extérieur dans des conditions dont on n'imagine pas la dureté, que nous connaissons parce qu'on les a vus dans les pays voisins, pas seulement en Grèce, mais en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suède, au Canada. Tout le monde est passé par là avec les sacrifices que ça impose. Une question liée à notre endettement, les retraites, et un épisode qui a été décisif dans votre chute, dans votre départ de Matignon, le conclave sur les retraites, la façon de réformer la réforme Borne. Vous dites que ce conclave a été à un souffle d'un accord, et je peux témoigner que, effectivement, les participants ont été à un souffle d'un accord. Donc je vous pose la question à laquelle vous essayez de commencer à répondre dans ce livre. Qui a fait échouer ce conclave ? Une partie du patronat. Ça, c'est la réponse factuelle. C'est-à-dire que le MEDEF, sous la pression d'une partie des puissances à l'intérieur du MEDEF, des grandes métallurgie, par exemple, oui, dit-on, j'étais pas là, a décidé qu'il n'y aurait pas d'accord. Vous vous rendez compte ? On avait... Un jour, les historiens diront, mais enfin, c'est complètement livré. Voilà un pays qui se déchire sur la réforme des retraites depuis 20 ans. Nous avons inventé, proposé, mis en place, avec les syndicats réformistes, qui ont été très courageux dans cette affaire, la CFDT notamment, et avec les représentants des entreprises, cette instance qui était originale, qui n'avait jamais existé, et qui a permis, fait inouï et inimaginable, que les syndicats réformistes disent « banco », on est prêt à accepter les 64 ans, à condition qu'il y ait reconnaissance de la pénibilité. Et on y était. Les critères étaient établis, il suffisait de trouver le mécanisme pour que chacun qui dut être associé le soit. Et puis, il a été décidé par ceux qui étaient les plus intéressés, si j'ose dire, parce que je regrette de dire que les entreprises vont devoir payer le prix de tout ça. Il a été décidé que non, on ne ferait pas d'accord. Pas parce que l'accord était mauvais, mais parce qu'on ne voulait pas d'accord.
Pour vous nuire, pour vous fragiliser? Enfin, eux disent qu'ils pensaient que l'accord était mauvais et qu'introduire des clauses de pénibilité, enfin, c'est un débat qui est vieux de plusieurs années, ça rendait le système très compliqué. Excusez-moi, Patrick Cohen, les clauses de pénibilité, elles étaient acceptées par tout le monde. Non. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est estomacant. C'est inimaginable. Les clauses, c'était on réintroduisait le port de charges lourdes, on réintroduisait les emplois soumis à des vibrations, à des températures. Tout ça a été acté, c'était réglé. Ce qui est sûr, c'est que vous n'auriez jamais accepté de faire ce qu'a fait votre successeur Sébastien Lecornu au nom de la stabilité gouvernementale, c'est-à-dire suspendre la réforme des retraites. Oui, je pense que c'était... Mais il sait bien, Sébastien Lecornu, je le lui ai dit à 10 reprises, je pense que c'était le pire des services qu'on puisse rendre à la nation. Reculer sur ce qui est vital, c'est pas une bonne affaire pour un pays. Et donc cet abandon, ça ne ressemble... En tout cas, moi, je n'aurais jamais accepté. Et je répète que la preuve avait été apportée, puisque quand je suis entré au gouvernement et que j'ai fait la déclaration de politique générale, j'ai énoncé à la tribune ce que le conclave serait et ce que le conclave a été. Ceux qui ne voulaient pas d'un accord sont partis, sous un prétexte forcé. Mais ils sont partis. Mais qu'il y ait dans la société française des syndicats majoritaires qui acceptent cet effort général pour qu'on puisse trouver un jour un équilibre sur les retraites, d'une certaine manière, c'était incroyablement encourageant et c'est incroyablement désespérant qu'on les fait échouer. La dette qui s'est aggravée sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, que vous avez soutenu dès sa première campagne en 2017, Emmanuel Macron, que vous continuez à soutenir. Un jugement qui tient en 5 mots dans votre livre, il est à la hauteur. Et pourtant, vous le reconnaissez, il agace, il révulse Emmanuel Macron. Votre explication tient en un acronyme, IVNB. C'est ce que se disent les Français selon vous. Ça veut dire quoi, IVNB? Je me suis interrogé pour savoir pourquoi, au fond, il y avait tellement d'agacement, gens considérés comme insupportables. Et je pense que c'est, je dis parce qu'il est trop. Il est apparu trop jeune, trop doué, maîtrisant trop les dossiers, passant trop les obstacles. Et il lui a manqué cette dimension. Alors je dis ce que je vois tous les jours, quand il fait des choses formidables, internationales, les gens, ils ne le reconnaissent que par force. Et je dis, il va nous baiser. Pardon, c'est une expression que je n'aurais pas dû utiliser, qui est triviale. Et donc, ceux qui sont révulsés par lui, ils ont le sentiment que d'une certaine manière, il surprend leur jugement. Il les force. Ils n'ont pas envie d'être forcés. Mais j'ai vu ça 10 fois dans l'histoire. Mais vous dites que les Français vont le regretter? Oui, je suis persuadé de ça. Je suis persuadé que... Je l'ai vu pour François Mitterrand. Dieu sait qu'il a été... détesté. Je l'ai vu pour Barre. C'était inimaginable. Je l'ai vu, même pour François Hollande, je l'ai vu pour Chirac. C'est la réconciliation entre les Français et Chirac. On a oublié qu'il a été un président très impopulaire. Très impopulaire. Compte tenu de notre vision d'aujourd'hui. Et donc, il se trouve que le temps, et Dieu sait qu'il a du temps, parce qu'il quittera l'Élysée, il aura 48 ans. Vous vous rendez compte, et après 10 ans d'exercice, et il aura sans cesse montré quelque chose qui est pour moi essentiel, c'est que, comme président de la République française, personne ne pouvait jouer le rôle qu'il joue à sa place. Regardez, si on pose la question simple, qu'y a-t-il d'autres leaders en Europe ? Vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas. Bon, et alors, pour lui succéder. Et il ne peut pas y en avoir.
parce que la situation de la France, historique, géographique et politique, elle est vitale pour la structure, pour la solidité de l'Europe. Mais il ne peut pas se représenter à sa succession. Donc qui pour lui succéder? Il y a une trentaine de candidats déjà déclarés ou sur le point de se déclarer. J'ai dit, c'est l'Académie des menteurs. Pour l'instant, presque tous les candidats, sans exception, ils prétendent qu'ils vont réaliser, faire ce qu'il faut, des réformes, trouver l'argent pour... Ça ne se passera pas comme ça. Un peu moins Édouard Philippe quand même, qui a un discours de l'effort qui... il a raison de parler de l'effort, et ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Mais si vous avancez un peu, alors vous voyez une situation que nous, tous les trois, vous connaissez parfaitement. On est probablement le pays qui dépense le plus pour sa santé. Regardez l'état des hôpitaux. Regardez l'état, y compris... Alors, pas de tous. L'hôpital de Pau, on l'a refait en entier. Il y en a de très, très bien. Mais, quand vous regardez les grands hôpitaux parisiens, ou en tout cas nombre de grands hôpitaux parisiens, quand vous voyez l'état des urgences, avec ces femmes, ces hommes, parfois ces enfants qui sont dans les couloirs sur des brancards, mais on est dingue. Ça prouve quoi? Ça prouve que notre organisation est mauvaise. La centralisation excessive dont vous parlez souvent, qui fait que tout dépend d'une décision au sommet. Eh bien, le sommet, ça ne marche pas. Il faut qu'on réinvente quelque chose qui soit proche du terrain pour la reconstruction. Et c'est vrai aussi pour l'éducation. Vous vous rendez compte? La situation de l'éducation. Donc vous espérez quoi? Une candidature que vous aurez envie de soutenir, mais qui n'existe pas encore? Alors, non. Ce que j'espère d'abord, c'est la prise de conscience du pays. Tout le reste est secondaire. Parce que les politiques qui suivent le pays, on croit que c'est eux qui commandent, mais il n'y a pas de phrase plus juste dans la Constitution que cette phrase que vous pouvez citer, entre guillemets, afficher au mur. Le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Or, on croit que c'est une théorie politique. C'est pas vrai. C'est les hommes politiques qui vivent avec les sondages. Qui placent le RN en tête. Ils ne sont pas les seuls hommes politiques à vivre avec les sondages. Les médias vivent un peu aussi avec les sondages, n'est-ce pas? Et donc, ils vivent avec les sondages. La raison pour laquelle, vous l'avez dit, j'ai dit je ne serai pas candidat à l'élection. C'est pourquoi, si j'écris ce livre qui a tellement qui dit des choses si lourdes et si graves pour l'avenir, et si je suis candidat en même temps, alors les gens vont dire écoute, c'est très simple, il écrit pour lui-même. Hein, c'est ce que j'ai appelé le TPMG, le tout pour ma gueule, l'idée que... Et en vérité, c'est vrai. Parce que quand vous êtes candidat, vous avez le regard fixé sur les sondages. Quand vous êtes candidat, vos collaborateurs viennent vous voir en disant « l'IFOP commence un terrain », c'est comme ça qu'ils parlent, vendredi. Donc jeudi, il faudrait que tu dises quelque chose sur, je sais pas quoi, sur les faits divers pour que ça fasse monter ta cote, parce qu'on espère que les 2 points que vous prendrez là permettront d'enchaîner sur d'autres 2 points. Et donc, le fait que je choisisse de ne pas être parmi les dizaines de candidats qui sortent tous les jours, mais qu'au contraire, je veuille rester sur l'essentiel, moi, je crois que c'est un gage de vérité. François Bayrou, le 22 mars dernier, au second tour des élections municipales, vous avez perdu la mairie de Pau de 344 suffrages. C'était un coup dur, écrivez-vous, entre autres dans ce livre, pour évoquer la défaite. Vous pourriez de nouveau être candidat à la mairie de Pau, ou votre engagement est maintenant ailleurs S'il y avait des élections, on se poserait la question, vous et moi. Mais il n'y a pas d'élection municipale tout de suite, en tout cas, dans cette affaire-là. J'ai perdu pour de raisons très, très simples. L'extrême droite, le Rassemblement national, a bloqué 15% de voix. À Pau, l'extrême droite est de droite. Même la candidate a dit « je suis la seule liste de droite ». L'extrême gauche s'est ralliée à la liste de gauche. Et ça a fait
3 voix par bureau de vote et ça suffit. Mais bon, ça a un avantage formidable, ça m'a rendu du temps pour écrire des livres. Ça s'appelle Alerte sur la France qui vient, ce sera disponible jeudi en librairie. Vous restez avec nous, la story Louis Amar. Faites justice vous-même. Quand il s'agit de vos enfants, là, faites justice vous-même. Il faut pas appeler la police s'il y a un problème. Fais justice toi-même. Justice ne fera jamais son travail comme toi. Tu estimes que le travail doit être fait. L'affaire de la petite Liana, là, de 11 ans, c'est encore une preuve que si vous comptez sur la justice, vous allez dire bye-bye à votre enfant à tout jamais. C'est l'histoire de parents excédés, prêts à se faire justice eux-mêmes pour pallier les lacunes et la lenteur du système judiciaire. Des parents dont les enfants ont été enlevés, agressés physiquement ou sexuellement et qui préfèrent enquêter dans leur coin pour éviter les dysfonctionnements apparus notamment dans l'affaire Liana. C'est le cas du père de famille que vous allez voir, Georges, dont la fille de 12 ans recevait des messages réguliers et insistants d'un homme beaucoup plus âgé sur le réseau social Snapchat. Il l'a signalé, mais l'enquête policière a traîné. Alors c'est lui qui l'a retrouvé. Quand j'appelais le commissariat pour savoir où on en était, malheureusement, les pauvres, ils avaient rien. Donc j'ai décidé que j'allais le retrouver moi-même. Je m'y suis mis à tout éplucher parce qu'il a fait plusieurs profils. J'ai regardé toutes les photos, remonté tout l'historique. Ça m'a pris 4 mois. Son adresse, je l'ai pas trouvé tout de suite. J'avais le téléphone en main, en fait. Et boum, d'un coup, elle venait d'activer sa géolocalisation. Je suis retourné au poste, voir l'OPJ pour tout lui donner. Leur réaction, oh, comment t'as fait pour le trouver? J'ai trouvé, c'est tout. L'homme qui s'adressait à sa fille a depuis été condamné à 1 an de prison avec sursis, mais Georges est convaincu qu'il n'aurait pas été arrêté ou alors que cela aurait pris beaucoup plus de temps sans son intervention. Pour retrouver cet homme, il s'est appuyé sur un collectif, la team Moore, du nom de Steven et Neyla Moore, un couple qui traque les pédocriminels sur Internet et qui aide les familles de victimes. En l'espace de 8 minutes, je dis bien, et avec Google, en 8 minutes, son identité a pu être trouvée, son lieu de travail a pu être trouvé. Si vous voulez, là, vous avez un papa, une association sans moyens, où nous, on arrive à le trouver. Il arrive fréquemment que nos signalements permettent d'approuver la parole de victime. Là, récemment, il y a eu un procès, l'individu a pris 4 ans de prison ferme. Il y avait des victimes qui s'étaient manifestées. On n'a pas pris en compte leurs paroles. Nous, on est arrivé avec un signalement et de là, les paroles de ces victimes ont été entendues. Il y a ceux qui aident les parents et puis il y a ceux que les parents veulent aider, des associations auxquelles ils proposent leur concours bénévole pour débusquer les prédateurs sexuels. C'est une autre conséquence du traumatisme causé par la mort de Liana et les révélations qui lui ont succédé. Jérôme Barella, visé par 8 plaintes ou signalements avant de s'en prendre à la jeune fille de 11 ans. Face à ces ratés de la justice, Florian, à la tête d'un groupe qui a permis de confondre et faire condamner plus de 170 pédocriminels en 7 ans, est de plus en plus sollicité. Sur les messages, on était à 5-6 avant, par jour. Maintenant, on est plus à 40-50. On va recevoir des gens qui vont nous dire « Ah, j'ai un doute sur un profil qui discute avec mon enfant ». On va recevoir aussi des messages comme j'ai pu recevoir hier soir. J'étais en discussion avec une jeune fille qui me demandait par exemple si le fait qu'une personne de 26 ans lui envoie son sexe alors qu'elle n'a que 17 ans est un souci, pose un souci de loi parce que la personne lui disait l'inverse. On va aussi recevoir des gens qui vont nous dire « On veut venir vous aider, comment on peut faire ?» Donc là, on les guide. Propos recueillis par Benjamin Delmas. Ces enquêtes citoyennes, elles sont vues d'un mauvais œil par les policiers. D'abord, parce qu'elles ne sont pas toujours légales. Ensuite, parce qu'elles peuvent entraver des investigations déjà en cours. Mais surtout, parce qu'elles les renvoient à leur propre incapacité à traiter tous les dossiers, à leur manque de moyens, comme l'expliquent ces syndicalistes au micro d'Audrey Payas. Ça va jamais assez vite en fait dans l'esprit des citoyens et on peut le comprendre. Aujourd'hui, la réponse elle n'est pas bonne. On le voit quand vous avez 70 000 dossiers dans les tiroirs qui n'ont pas avancé. C'est une question de moyens, c'est une question de volonté politique. Oui, il nous faut des moyens. Un policier qui gère un service judiciaire avec 200 à 300, 400 dossiers en attente. Ces dossiers, c'est pas que du papier. Ce sont des plaintes derrière, ce sont des victimes. Ce n'est pas normal. François Bayrou, est-ce que, comme le disent ses représentants syndicaux, et à l'inverse de ce qu'avait dit Emmanuel Macron au moment de l'affaire Liana, la justice et la police sont face à un problème de moyens? C'est évident que ces situations appellent à des moyens. On pourrait sans doute, si on avait de l'argent, faire mieux. Mais la question précise qui est posée, c'est que l'ensemble des réformes exigeant des moyens, si nous ne résolvons pas cette question qui est posée de la submersion par la dette, de la montée de la marée, des vagues qui viennent confisquer l'argent de tous les Français et de tout le travail des Français pour les donner à nos créanciers,
La vérité, c'est qu'on ne les trouvera pas. Je veux ajouter une deuxième chose. Il y a des problèmes de réorganisation complète. Dans l'affaire Liana, 9 mois pour traiter une plainte circonstanciée, précise, il n'est pas vrai que ce soit problème de moyens. Il y a des problèmes de transmission, il y a des problèmes d'organisation sur place, il y a des problèmes entre parquets, gendarmerie. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais il n'est pas vrai que ces 9 mois soient la conséquence mécanique de tel ou tel manque. Ça ne suffit pas de se défausser, si j'ose dire, ou en tout cas de focaliser tout sur les moyens. Parce que je l'ai dit sur la police, je le dis sur la justice, je le dis sur l'hôpital, je le dis sur l'école. On ne va pas pouvoir en rester à la complainte des moyens. Il va falloir qu'on pose plus profondément le problème de la manière dont notre pays et notre État fonctionnent, parce que la réalité dément. On est le pays qui a le plus de dépenses publiques de tous les autres. Hein? Donc, sur la justice. Pas assez de magistrats, moins que nos voisins européens. Ouais. Oui, enfin, il faudrait affiner parce que peut-être ce qu'on compte comme magistrat en France a une plus large gamme d'interventions que ce qu'on compte comme magistrat dans les pays semblables aux nôtres. Vous revenez sur l'affaire Bethlehem dans cet ouvrage. Vous parlez de manipulation, de procès médiatique. Vous rappelez que vous avez été entendu par une commission d'enquête parlementaire, 5 heures d'audition avec des députés, je vous cite, venus pour la curée, pour l'exécution finale. Une audition qui vous interpelle sur le rôle de ces commissions parlementaires. Oui, il y a plusieurs questions. Oui. Bethlehem, c'est un drame humain dans un petit collège, et il y en a des dizaines comme ça, mais comme j'étais Premier ministre, forcément, il y a eu focalisation. Un drame qui a abouti à une loi. Oui. La loi Bethlehem votée à l'unanimité. On verra si ça change quelque chose. Et donc, j'espère. Mais moi, j'ai passé des heures avec ces hommes, car c'est des garçons. Et j'ai vu dans leurs pleurs ou dans leur souffrance ce qu'une vie, pour ce qui était emporté d'une vie sur ce genre de drame-là. Parce que ce que j'avais en face de moi, j'écris ça dans le livre, c'était des hommes, mais je voyais les petits garçons à l'intérieur. Les poings crispés, qui n'étaient pas ceux des adultes, qui étaient ceux des enfants qui se sentaient abandonnés. Ça, c'est l'affaire Bethlehem. Puis après, il y a une manipulation politique montée par LFI et qui a abouti, vous l'avez dit, après 3 mois d'incessante mise en accusation au fait j'ai pu faire en 3 mois, parce j'avais aucun élément de tout ça. On a pu faire la preuve que tout était faux. Et c'était tellement faux que la commission d'enquête parlementaire, je vais ajouter un mot sur les commissions, que les commissions d'enquête parlementaire, composées majoritairement d'opposants, et qui majoritairement avaient l'intention, au début, de mettre un terme au gouvernement en me dénonçant comme faux témoin, je ne sais pas quoi. Il y avait une co-rapportrice, une co-rapporteur de la majorité. Eh bien, ils ont refusé, les parlementaires ont refusé de suivre le député Vanier qui faisait l'accusateur faux sur ce sujet. Mais il y a un troisième problème que vous avez raison de souligner, c'est les commissions d'enquête parlementaires. Une commission d'enquête parlementaire, c'est très bien pour approfondir un dossier. Ça a des pouvoirs qui sont considérables. Mais quand vous êtes accusé, vous l'avez été, quand vous êtes accusé, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous n'avez pas d'avocat. Vous n'avez pas le droit de demander qu'on examine des documents. Vous n'avez pas le droit de citer des témoins. Vous êtes sans défense. Alors, tant que c'était le Premier ministre et Bethlehem, tout le monde s'en moquait. Mais vous avez vu, dans la commission d'enquête qui vous était consacrée, que la situation, elle n'est pas équitable. Vous êtes ciblés, jour après jour, et sur tous les réseaux sociaux. Et moi, c'était dans tous les journaux et toutes les émissions de télévision. Et donc, il y a là quelque chose à quoi il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on ne peut pas avoir des commissions d'enquête parlementaires qui soient si déséquilibrées au profit des parlementaires qui ont intérêt à porter l'accusation.
Alerte sur la France qui vient. Voilà, ce sera disponible dès jeudi. C'est aux éditions L'Observatoire. Vous restez avec nous, le 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Dernière tractation pour l'ultime G7 d'Emmanuel Macron. Oui, parce que dans un an, Emmanuel Macron ne sera plus président. Quoi de mieux qu'une victoire diplomatique pour terminer en beauté? Emmanuel Macron la cherche. Pourquoi pas du côté ukrainien? Il a eu un geste tout à l'heure pour le président Zelensky, invité en marge de ce G7, en allant l'accueillir au bout du parc de l'hôtel à Évian et en l'accompagnant ensuite le long du sentier. La guerre en Ukraine est au cœur des discussions, alors qu'on apprend qu'un navire de guerre russe a tiré des coups de semonce près d'un bateau britannique civil la nuit dernière dans la Manche. Le Royaume-Uni ouvre une enquête sur l'Ukraine. Rien ne se fera sans l'aval de Donald Trump, le président américain, qui a appelé son homologue russe Vladimir Poutine en amont du G7. Et il est même arrivé, Donald Trump, avec un message pour le dictateur russe. Maintenant que les vannes sont en train de se rouvrir dans le détroit d'Ormuz, celle du pétrole russe pourrait bien se refermer. Are you considering an increase on sanctions on Russia and whether to renew those? Well, soon we'll be able to do that because the oil is now flowing. So we took sanctions off because obviously we're not looking to impede the oil. So we're in a position to do that soon. Tout le monde cherche à flatter, soit dit en passant, Donald Trump. Il y a le chancelier allemand, par exemple, Friedrich Merz, qui lui a offert un maillot de l'équipe nationale floqué Trump, numéro 47, puisque Trump est le 47e président des États-Unis. C'est aussi le 45e d'ailleurs. Et puis Emmanuel Macron l'invite pour dîner demain au château de Versailles. Et Trump n'y est pas insensible. I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal. All it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning, and I'm not a big sleeper anyway. I won't lose any time in the Oval Office. So, Trump il est très content. Il avait déjà été reçu dans un lieu d'exception il y a 2 ans. Il avait dîné au premier étage de la Tour Eiffel avec Emmanuel et Brigitte Macron et avec sa femme Melania Trump. Et puis, puisqu'on est dans les petites attentions, est-ce que vous savez que sur les réseaux sociaux du président de la République, ils ont ajouté des musiques personnalisées pour accompagner l'arrivée de chaque dirigeant de G7? Écoutez bien, c'est Emmanuel Macron, enfin ses équipes réseau, qui ont ajouté les musiques que vous allez entendre. Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Voilà pour les petites attentions. Blague à part, François Bayrou, est-ce qu'il faut dérouler le tapis rouge comme ça à Donald Trump, lui qui menace de taxer nos vins à 100% sur les droits de douane? Est-ce que c'est utile et efficace? Babette a donné, je crois que c'est elle qui a, non, c'est peut-être vous, qui avez donné tout à l'heure la réponse. Vous avez dit, il est inimaginable d'obtenir un accord sur l'Ukraine sans l'aval. C'est moi qui l'ai dit. Ah bah c'est vous qui l'avez dit, c'est encore mieux. C'est encore mieux, mais vous voyez, c'est toujours comme ça. Vous inventez quelque chose et c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Et donc cette certitude-là fait que, oui, en diplomatie, on fait des gestes pour que votre interlocuteur ait plutôt envie de participer positivement que négativement. Est-ce que c'est toujours enthousiasmant ? Peut-être vous devinerez que ma réponse est pas certaine. Peut-être vous vous souviendrez que, nécessaire, mais pas suffisant. En tant que Premier ministre, j'ai pris position avec vigueur contre l'accord douanier que Madame von der Leyen avait signé, ce qui n'était pas très diplomatique et pas très habituel de la part d'un chef de gouvernement français. Et qui a été validé d'ailleurs par les parlementaires européens. Oui, hélas. Pas par tous. Il suffit de regarder ceux qui n'ont pas voté pour et peut-être on trouvera une cohérence dans tout ça. Vous nous l'avez confirmé, vous ne serez pas candidat à l'élection présidentielle. Vous n'ajoutez pas donc votre nom à une longue liste déjà existante. Oui, la semaine dernière, l'Obs comptait 25 candidatures officiellement déclarées. On parle souvent même d'une quarantaine de candidats potentiels. Oui. Vous parlez, vous l'avez dit tout à l'heure, du
TPMG, tout pour ma gueule. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, regrettait, elle, un club des machos qui se déclare quasi quotidiennement parce qu'il y a quasiment que des hommes. Les femmes, d'ailleurs, sont sous-représentées en politique. Ça progresse toujours pas. Selon le dernier index Oxfam, en politique, 28% des postes sont occupés par des femmes, 28% seulement. Et c'est même en recul au niveau local. Tout en haut, Matignon, il y a quasiment que des hommes qui ont occupé l'hôtel Matignon. Non. Avec vous, François Bayrou. Elisabeth Borne, dont il est juste exceptions. de citer le nom ici. Édith Cresson et Elisabeth Borne, ce sont les deux exceptions. Pour l'Élysée, seules 2 femmes se sont qualifiées pour le second tour, Marine Le Pen et Ségolène Royal en 2007. Et si elle n'a pas battu Nicolas Sarkozy, à l'entendre, c'est en partie de votre faute, François Bayrou. Elle le dit aux médias Legend. Sans aucun Bayrou doute. me lâche. Pourquoi il vous a lâché? Parce que je suis une femme. Il va me le dire après. Il dit, tu comprends, je ne pouvais pas être numéro 2 d'une femme. Vous vous rendez compte? C'est fou. Le fait d'être une femme, ça vous a pénalisé? Ah ouais, mais énormément. Vous n'avez pas la même lecture. Non, c'est pas la même lecture. Quand j'entends des mensonges éhontés, l'idée que j'aurais pu dire à Ségolène Royal que c'est parce qu'elle était une femme que je ne l'ai pas soutenue est une idée quand même incroyable. Et que quelqu'un puisse... Alors, ça n'étonnera aucun de ceux qui connaissent Ségolène Royal. Mais quand même, c'est saisissant. J'ai pas soutenu Ségolène Royal parce que j'ai pensé qu'elle serait une mauvaise présidente de la République. Et je n'ai pourtant pas voté pour Nicolas Sarkozy parce que j'étais en confrontation avec lui. Et tout le monde sait ça. Simplement, Ségolène Royal, oui, elle dit « il m'a lâché », il aurait fallu que je la tienne avant de la lâcher. Vous ne l'avez pas soutenu je ne l'ai pas soutenu. Et franchement, entendre ce genre de déclaration... Oui, j'ai accepté de débattre. À RMC. Parce que je trouvais que... Et à BFM, c'était la première fois. Et donc, oui, parce que je trouvais que à la veille d'un deuxième tour, un débat entre le deuxième et le troisième pouvait être utile pour montrer les plus et les moins. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la situation, une phrase comme celle-là, ça prouve que je ne me suis pas trompé en la soutenant pas. C'est l'événement, juste après C'est à vous, l'entrée en lice de la France dans le mondial. On a le temps, oui. France-Sénégal ce soir. Je ne sais pas dans quel état sont nos bleus en ce moment, mais les supporters français, en tout cas, vous voyez, ils sont déjà à fond. Ça, c'était hier soir Times Square à New York, avec des traditions bien françaises. Les Américains ont pu découvrir, entre autres, le Paquito. Vous connaissez François Bayrou? Voilà, quand on fait passer comme ça des personnes au-dessus. Il n'y a pas que le long en revanche, mais il faudrait un peu de cours de langue pour les commentateurs anglo-saxons. Ils ont un peu de mal à prononcer le nom de nos joueurs. And the likes of a Desiree Doué. There's other players that rattle through. Ryan Cherky. You have players like Aurélien Tchouameni, who plays for Real Madrid. Coming in at number 5, Olesigu for France. Coming in at number 4, Ousmane Dembélé, the forward for France. And reigning Ballon d'Or. Alors pour les aider, nos joueurs, nos bleus ont fait une vidéo dans laquelle ils prononcent leur propre nom. N'Golo Kanté, William Saliba, Jules Koundé, Mike Maignan, Marnes Akliouche, Désiré Doué, Aurélien Tchouameni, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. Mais alors il y en a 2 qui n'ont pas bien compris le concept apparemment, c'est Thuram et Cherki. Ils sont plutôt dans la projection, ils imaginent comment on va prononcer leur nom à l'anglo-saxonne. Marcus Thuram. Ryan Cherky. Marcus Thuram. Ryan Cherky. Bon, le plus connu de nos bleus, c'est Kylian Mbappé, le capitaine. Il a carrément pu montrer ses talents méconnus auprès d'une émission phare aux États-Unis, le Carpool Karaoke de James Corden. You played the flute, right? Yeah, I tried to. I did it for 1 year or 2. But really? It was fun to do. So there's just no way. No way. Okay, let's see. Oh, I lost everything. This is alright. This is okay. Salut Hervé Matou. Hervé Matou. S'il vous plaît. Matou. Présentateur du Canal Football Club le dimanche sur Canal+. Ça vous étonne de voir Mbappé jouer de la flûte traversière dans une voiture à la télévision américaine? Rien ne m'étonne. Il sait tout faire. Non, cela dit, il est surdoué. Fantastique. Il parle toutes les langues. Quand même, j'espère. On commence à se poser la question. Mais du coup, on se dit qu'il est hyper détendu. Bon, on ne sait pas exactement quand ça a été enregistré, mais ils sont dans quel état d'esprit, les Bleus? Parce que c'est quand même
même pas rien une entrée en lice. Surtout face au Sénégal, parce que ça rappelle pas que des bons souvenirs. Mondial 2002, match d'ouverture pareil, défaite. Ça, c'est des histoires pour les journalistes, et on a raison d'en parler, parce que ça fait partie de l'histoire. Didier Deschamps, assez habilement, a dit hier, a rappelé que 95% des joueurs, il n'y en a que 2 qui étaient nés à l'époque de cette défaite. Donc voilà, il n'y a pas de lien. Ce qui est vrai, en revanche, même si ce sont tous des joueurs qui sont habitués aux grands matchs, c'est qu'une entrée en Coupe du Monde, c'est autre chose. Le décorum est différent. Les stades américains, vous avez remarqué, ils sont un peu spéciaux. C'est un match dont on parle depuis maintenant 6 mois. C'est rare qu'on parle d'un match pendant 6 mois avant qu'il arrive. Donc il y a une pression inhérente à ce type d'événement. On sait qu'on est en Mondiovision. Toutes les équipes, toutes les nations entrent sur la scène, une par une. Et quelque part, on représente un pays. On sait que le monde entier nous regarde. On se moquait des journalistes anglo-saxons qui ont du mal à prononcer les noms des joueurs de l'équipe de France, mais ici en France, tout le monde n'est pas hyper au point. Bah oui, François Bayrou, vous savez qui est le capitaine de l'équipe de France, peut-être? Oui, Kylian. Kylian Mbappé, bravo, qui est dans les buts. Plus difficile. Non. Mike Maignan, Non. et c'est pas le seul. Regardez, je vous montre 4 joueurs. Est-ce que vous en connaissez au moins un? Non, on connaît que leurs jambes, on connaît pas Au leur... moins un. Je connais Marcus Thuram. Non, ça c'est le Ballon d'Or. Chouameni. Non. Ousmane Ballon d'Or, Dembélé. Ousmane Dembélé, bravo. Mais vous êtes alors là loin d'être le seul à avoir un peu de mal avec c'est les une ville de visages de rugby, l'équipe de France. Non, c'est pas vrai. Zidane Azouzi a constaté à l'Assemblée que les députés ne sont pas les meilleurs. Regardez. Nous avons créé la montée de... Vous connaissez pas mal l'équipe de France? Oui, bien sûr. Tout le monde, ce joueur de l'équipe de France. Dembélé. C'est facile, on enchaîne. Celui-là, je ne l'ai plus en tête. Vous connaissez un petit peu l'équipe? Oui. Parfaitement. Parfaitement. Ça, c'est la croix. Vous êtes sûr de vous? Il me semble, oui. Je vous dis que c'est pas Maxence Lacroix. Alors, c'est pas la croix. C'est honnêtement, il faut que je me rapproche. Je ne retrouve pas son nom tout de suite. Il faut que j'y aille, là, je suis à la bourre. Vous l'avez pas non plus? Je vous envoie un texto. Non, mais je le connais parce que. Sauvé par le groupe. Hervé, la réponse. C'est Risser, le 3e gardien, Lucas Digne, Marknes Akliouche et donc Ousmane Dembélé. Mais la vraie mégastar mondiale chez la France, les Américains ne connaissent que Kylian Mbappé. Clairement. Il y aura 5000 supporters français présents ce soir dans l'enceinte du stade pour supporter les Bleus. C'est pas beaucoup, c'est pas lourd. Mais il faut dire que les billets sont quasiment inabordables et ça fait hurler. Ça fait hurler jusqu'à 1 000 $ pour assister au match là France-Sénégal sur les sites de revente. Pour un match de premier tour, c'est pour un match de premier tour, il y a quand même les Bleus. Le trajet vers le stade, c'est un casse-tête avec des prix décuplés. C'est en quelque sorte le RER local. D'habitude, c'est 13 $ l'aller-retour. C'est monté à 150 $. Oui, juste spécialement pour la Coupe du Monde. Ce qui est terrible, c'est une fête qui n'est pas très populaire. Clairement, non, mais la FIFA qui passe son temps à donner des leçons, à mettre des cahiers, des charges extrêmement difficiles à gérer, même pour les États, qui soi-disant ne veut pas d'argent public, mais qui veut bien quand même que l'État construise des routes, etc., là ne défend pas les gens, ne défend pas l'accès au peuple, au pluriel. Alors, je ne parle même pas du problème des visas, ou bien que la FIFA s'en défende, elle a moyen de faire pression. Jamais on a vu une Coupe du Monde organisée dans ces conditions. Pourtant, on a eu le Qatar, on a eu la Russie. Mais là, c'est la pire des Coupes du Monde en ce qui concerne l'accueil. Pourquoi on a laissé l'arbitre mais c'est incompréhensible. Ne pas entrer. L'excellent arbitre somalien. Mais l'arbitre somalien n'a pas eu de visa. Or, c'est un arbitre qui est reconnu internationalement. Il est repoussé des frontières, ce qui est déjà un premier scandale. Mais la FIFA pouvait très bien lui proposer d'arbitrer au Mexique, au Canada. Elle ne l'a pas fait, elle n'a pas bougé. Ouais. Et puis il y a la situation de l'équipe d'Iran qui est particulière. Le plus insolite, c'était hier l'entrée en lice de l'Iran. Match nul de partout contre la Nouvelle-Zélande. Avec aux abords du stade, c'est assez cocasse, c'est assez étrange comme situation, des manifestants. Ce sont des opposants au régime. Et d'ailleurs, vous voyez, ils brandissent un drapeau. C'est un peu iranien contre iranien et drapeau contre drapeau. Les drapeaux qui sont brandis sont soit celui à gauche de l'ancienne monarchie, qui a été du Shah d'Iran renversé en 79, et à droite, le drapeau de la République islamique. C'est le drapeau officiel de l'Iran, celui de droite. C'est celui qui a été montré dans le stade, copieusement hué. Là, vous voyez le geste, on a un peu flouté, mais vous comprenez. Quant aux joueurs, chaque match, c'est un parcours du combattant. Ils doivent quitter leur retraite du Mexique
pour se rendre aux États-Unis, mais juste le temps du match. Ça, c'est leur but, c'est le moment où ils sont entrés sur le territoire américain à Los Angeles. Image de l'envoyé spécial de France Télé, Raphaël Godet. Les officiels iraniens de la fédération et aussi une partie du staff, voilà, ils sont coincés au Mexique. Ils ont pu voir le match depuis le Mexique. Ils n'ont pas le droit de franchir la frontière. Les joueurs ont dû rentrer juste après le match, alors qu'ils vont rejouer dans 2 jours à Los Angeles, dans la même ville. Il parle, le sélectionneur iranien, d'un désastre logistique de l'équipe la plus opprimée de l'histoire. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que quelque part ça fausse pas la compétition ? Le drapeau, l'ancien drapeau de l'époque du Shah était interdit dans le stade même. C'était, la FIFA a interdit parce que c'est pas le drapeau. On peut officiel. comprendre qu'ils veulent pas non plus que tout le monde ait des revendications, mais en fait l'Iran, c'est un miracle qu'il soit là quand même. Hein. Et je vous rappelle qu'il y a potentiellement un match États-Unis-Iran. Les 2 groupes vont se croiser. Alors ça va dépendre des positions des uns et des autres. Moi, ce qui me frappe, au-delà de ça, c'est qu'il y a une énorme diaspora iranienne quand même à Los Angeles. On se posait la question de savoir si le public allait soutenir l'équipe. Et ils l'ont soutenu. Oui. Ils l'ont soutenu et c'est une constante, je trouve, dans le sport. C'est que, déjà, c'est difficile de dire que l'équipe d'Iran est un suppôt du régime parce que les joueurs ne peuvent pas donner leur opinion. On n'est pas sûr du tout qu'ils soient des supporters du régime. Mais surtout, il y a un truc qui se passe, c'est que quand la compétition commence, des Iraniens ou des gens qui sont nés aux États-Unis parfois, qui sont d'origine iranienne, qui n'ont jamais eu la chance de voir l'équipe de leur pays jouer, quand le match commence, ils ont envie de la soutenir. Je vous rappelle qu'à l'époque où Berlusconi était Premier ministre, président de l'AC Milan, il y avait des supporters communistes qui, quand l'AC Milan jouait, ils étaient pour l'AC Milan. Voilà, parce qu'il y a un moment donné où ça s'arrête, où le sport, finalement, prend le dessus. Il nous reste quelques secondes pour parler des matchs qui sont suivis au milieu de la nuit en Europe, quand on n'est pas sur place. Par exemple, en Écosse, c'était au milieu de la nuit, quand ils ont ce week-end célébré leur retour dans un mondial après 28 ans. Il y a même Rod Stewart qui a carrément annulé un concert pour se rendre au match. 28 ans d'absence, vous voyez, dans les bars, toute la nuit, c'était la fête comme ça, jusqu'à l'aube, puisqu'il était 6h du matin à la fin du match. Ça, c'est les rues de Glasgow. Ils ont eu droit à un jour férié. On va dire que c'était dimanche. Mais ils ont eu un jour férié qui a été décrété. Puis juste une image du Japon pour vous montrer comment c'est dingue, comment ils célèbrent là-bas un bon match nul face aux Pays-Bas. Ils se sont rendus au fameux carrefour Shibuya à Tokyo. Ils sont contents, mais au bout de quelques secondes seulement, avec un simple coup de sifflet des policiers, ils se sont dispersés. Ils ont fait la fête juste le temps du feu rouge. Ils sont hyper disciplinés, ces Japonais. Et le deuxième match de l'équipe de France, ce sera à 23h. Oui, exactement. Contre la Norvège. Contre l'Irak. Première deuxième match à 21h. Première victoire de l'Écosse de son histoire. Et juste, moi, je trouve que, parce qu'il y a eu des débats là-dessus, en fait, il y a 48 équipes, c'est bien parce qu'il y a quand même des pays qui participent à la fête. Et le Cap-Vert qui a résisté face à l'Espagne. Admirable. Merci cher Hervé Matou. Je rappelle, c'est pas grave d'aimer l'Argentine. C'est votre documentaire qui est disponible sur Canal+. Eh ben, vous détestez pas l'Argentine, même s'ils ont battu la France. Je suis allé voir s'il fallait les détester. Voilà. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Alerte sur la France qui vient. A tout de suite pour la suite de C'est à vous avec nos invités.